Présentation historique du portfolio. Le portfolio peut prendre plusieurs formes. Évidemment, le portfolio, c'est quelque chose qui existe depuis quand même très longtemps. On connaît beaucoup le portfolio, plus pour les arts, hein, pour son côté vraiment de présentation officielle de ses œuvres en photo, en mode, en architecture. Ça remonte quand même il y a longtemps. Les artistes, nécessairement, utilisaient un portfolio. Évidemment, dans la littérature, quand on commence à parler de portfolio, c'est tout de suite dans cet univers-là qu'on nous plonge. Durant Chouinard, Paulson, c'est vraiment les premières armes. On voit évidemment que ça tourne autour du domaine des arts. Ensuite, évidemment, le portfolio, dans les années 80, c'est un petit peu plus développé au niveau de la formation professionnelle. Également, pour des demandes de reconnaissance et tout, on a commencé à voir d'autres possibilités pour le portfolio. Et puis, évidemment, à pareille date, à peu près vers 1984, au Royaume-Uni, évidemment, on a commencé à dire « Ah, tiens, le portfolio, c'est peut-être pas juste pour les arts, il y a peut-être quelque chose à voir avec une certaine... on pourrait s'inspirer du portfolio peut-être pour concevoir une forme de bulletin scolaire. Mais là, évidemment, à ça, on a fait du chemin. On a senti qu'il y avait peut-être des possibilités à ce niveau-là. Puis, ça s'est évidemment poursuivi aux États-Unis. Puis, dans les années 90, ici plus précisément, on a commencé à vouloir utiliser le portfolio pour démontrer les apprentissages. Alors, on l'a vu au primaire, on l'a vu au secondaire, puis tout doucement, ça a gravi et ça a fait son chemin, puis on a vu ça apparaître au collégial. Mais tu sais, c'est quand même une tendance qui est là depuis assez longtemps, mais tout doucement, on voit qu'il y a des ancrages qui se font, puis on voit les portées de ça. Alors, le portfolio, essentiellement, a eu vraiment des premières assises au niveau des arts, puis tout doucement, on les a introduits dans nos pratiques plutôt pédagogiques. Qu'est-ce que le portfolio? Portfolio, qu'est-ce que c'est? Bien évidemment, j'ai soutiré dans la littérature quand même plusieurs auteurs qui se prononcent sur le portfolio. Puis pour moi, c'était essentiel de fouiller un peu puis de me dire, bon, mais moi, maintenant, c'est bien que ça ait débuté dans le domaine des arts, mais moi, principalement, j'avais besoin de me raccrocher sur quelque chose de plus pédagogique. Et là, on voit ici, dans les différents énoncés, que le portfolio, c'est aussi, entre autres, un recueil continu et systématique d'une variété de données qui témoignent du progrès de l'élève. Ah, là, moi, c'était pour moi une révélation. De dire, OK, le portfolio, ça peut aussi être ça, là, quelque chose de continu, de systématique. Dans le temps, ça pouvait voyager. J'ai retenu beaucoup cette citation-là de Simon Forget-Giroux. La seconde, une collection de départ réfléchie, cumulative, organisée de preuves. OK, ça peut être aussi un portfolio organisé. Il peut avoir des preuves, il peut avoir des choses, puis il y a une structure, une organisation. Ça accrochait également mon attention. De plus, on pouvait évidemment solliciter la participation de l'élève. En fait, un portfolio, c'est dans le but, évidemment, que l'élève s'implique, soit motivé, reconnaisse, évidemment, ses capacités selon le but visé initialement. Mais il y avait une grande part de l'élève dans le cadre du portfolio. Puis ça me parlait également beaucoup parce que le portfolio, on peut le faire pour l'enseignant, évidemment, mais dans ce cas-ci, dans ma problématique initiale, moi, c'était beaucoup visé et essentiellement pour l'élève. Également, on peut voir le portfolio comme un outil pour recueillir des commentaires réflexifs de l'élève. Et effectivement, le portfolio, c'est bien de déposer des preuves, c'est bien d'avoir des commentaires de l'élève, mais il y a une grande part de réflexivité et c'est ce que Lina va aborder dans quelques instants. Alors, toute l'approche réflexive, c'est le cœur, c'est un peu l'ingrédient de base là, du portfolio. Et puis, un outil pour accompagner, un outil accompagné d'un ensemble de grilles d'évaluation. Donc, des outils, des grilles d'évaluation sont essentiellement partie prenante d'une structure de portfolio selon le type choisi, évidemment. Puis là, bien, la littérature abonde sur le domaine, sur le portfolio. On retrouve également un vocabulaire très varié sur le portfolio, mais essentiellement, c'était les éléments clés que je retenais pour moi faire la
conception de mon portfolio. Peut-être que quelques-unes de ces réflexions, de ces pistes ici pourront... Type et but du portfolio. Définir d'abord le type et le but du portfolio. Comme je vous ai dit, il existe quand même quelques types de portfolios différents, variés. Peut-être que parmi vous, vous en avez déjà utilisé. Levez la main, ceux et celles qui ont déjà utilisé un portfolio ici dans leur pratique. Oui, excellent, excellent. Alors, peut-être que vous avez fait le choix d'un type particulier de portfolio pour atteindre un but précis. À travers ces différents commentaires-là qu'on a recueillis, ça m'amène quand même à vous faire une démonstration très rapide, très succincte de 4 types de portfolios avec des buts associés pour chacun. OK? Alors, vous nous avez nommé quand même quelques buts, de très bons buts, d'excellents buts. Des portfolios également ont été nommés. Alors, on va voir comment tout ça peut s'arrimer, s'associer l'un à l'autre. Alors, on commence par la liste des buts d'un portfolio de développement professionnel. Alors, comment on pourrait se situer par rapport à ce portfolio-là? Quelles seraient l'atteinte, nos objectifs visés par rapport à ces portfolios-là? Alors, dans un premier temps, évidemment, développer une posture réflexive. Hein? On le dit, l'ingrédient de base d'un portfolio, il y a beaucoup de la réflexion qui s'y rattache. De développer l'identité personnelle, l'identité également professionnelle, on l'a nommé tout à l'heure. On pourrait également créer des liens entre les activités de cours, les activités de stage. Alors, on voit que le portfolio de développement professionnel, c'est quand même une grande tendance actuelle. C'est vraiment un des types de portfolios qu'on entend de plus en plus parler, qu'on explore également. Alors, au niveau du stage, il y a quelque chose à explorer avec ce type de portfolio-là. On a également favorisé le développement des compétences, l'autonomie, l'identification des besoins et puis évidemment démontrer l'accomplissement professionnel dans plusieurs variétés de contextes. Alors ça nous amène à dire, OK, moi, j'ai circonscrit mes buts. Est-ce que je suis toujours dans la bonne perspective du bon type de portfolio? Ça sera à déterminer dans quelques instants, mais du moins, on sait exactement pour ce type de portfolio-là les buts qui s'y rattachent. On poursuit avec le portfolio d'apprentissage. Alors, celui-là, quand même assez connu, quand même assez utilisé également. On reconnaît évidemment son usage et son objectif et ses buts qui s'y rattachent par réguler les apprentissages, témoigner le progrès de l'élève. On est beaucoup dans la progression de celui-ci. On veut également le rendre actif. Alors, il va donc contribuer beaucoup. On veut qu'il s'implique dans le cadre de son portfolio. Et évidemment, permettre à l'étudiant de prendre conscience du chemin parcouru. On veut le voir, on veut qu'il comprenne cette progression-là dans le temps. On veut également motiver l'étudiant, on veut l'amener à opérer une démarche réflexive, puis mettre en évidence beaucoup les forces et les aspects à améliorer. Alors, on est autour de l'apprentissage, ce que j'ai acquis, qu'est-ce qui me reste à acquérir, c'est où mes failles, qu'est-ce qui me reste un peu à travailler. On est sur une longue période dans le temps, donc le portfolio d'apprentissage serait probablement le plus approprié pour valider ces buts visés ici. On a également le portfolio de présentation. Là, on se rapproche un peu du portfolio dont je vous ai parlé concernant les artistes, les photographes, les architectes et tout. On est vraiment dans la démonstration de ses compétences, le niveau de performance à l'aide des meilleures productions. Alors, on cherche à démontrer le résultat final. On n'est pas beaucoup dans le processus, on est dans le produit fini. On veut vraiment démontrer le meilleur de nous-mêmes. Et puis, on vise surtout la certification à travers le portfolio de présentation. On a également notre quatrième qui est le portfolio d'évaluation. Alors ici, l'évaluation résonne évidemment avec attester le niveau d'atteinte d'une compétence ou des compétences en montrant la maîtrise de celle-ci. On est aussi utilisé pour évaluer, pour une évaluation certificative. Alors au terme d'un processus, on parle plus d'un portfolio d'évaluation. On vise la certification, bien entendu. Le portfolio, un outil pour documenter la compétence. Et le fruit de cette réflexion-là a donné lieu au Carnet Plus.
un portfolio pour documenter les compétences. Alors, un portfolio de type d'apprentissage qui m'a permis de vraiment statuer, OK, ma difficulté est la suivante. Maintenant, je vais créer un outil. Comme j'étais dans une recherche de type développement, mais j'ai donc abouti à un outil que je vais vous présenter à la toute fin. Mais là, je vais vraiment vous présenter le cœur, le squelette de cette réflexion-là et comment j'en suis venue à l'outil développé. Alors, voilà. Le portfolio, un outil pour documenter la compétence, bien évidemment, comme vous avez pu voir, il y a différents types de portfolios. Je n'étais pas certaine si j'étais bien campée dans le bon type de portfolio, mais tout doucement, ma préoccupation était plus au niveau des apprentissages. Puis, dans la lecture, dans la littérature, j'étais capable de nommer le type de portfolio, mais d'emblée, là, moi, j'avais pas cette conscience-là des différents types de portfolios. Je lisais, mais j'avais pas nécessairement orienté ma démarche vers le portfolio d'apprentissage. Alors, le développement du Carnet Plus, alors la problématique soulevée au collégial quant à évaluer, quant à l'élaboration d'instruments pour recueillir les traces, pour porter un jugement sur les compétences, bien, il y avait pas tant de choses que ça sur lesquelles je pouvais me rattacher. Il y avait évidemment de nombreux questionnements en lien avec l'évaluation des compétences morcelées dans plus d'un cours. Alors, vous comprenez là, que c'est pas rien. L'étudiant, là, il passe de la session 2 à la session 5, puis il faut qu'il finisse cette compétence-là, puis il faut qu'il ait une bonne idée de lui-même, de son atteinte de la compétence. Même les enseignants, même les étudiants, y arrivent très peu ou difficilement. Alors, on souhaitait évidemment, à travers ça, bien sûr, créer le Carnet Plus qui a été déposé en 2012. Alors, évidemment, le problème était réel. Il y avait un défi de taille à relever. Difficile d'évaluer les compétences de l'élève. On avait également d'évaluer son niveau d'atteinte. C'est bien, il a fini sa session. Il y a eu un résultat, il a atteint la compétence, mais elle n'est pas complète. Alors, il l'a atteint jusqu'où, cette compétence-là? À quel niveau il se situe? C'est difficile de se prononcer là-dessus. Oui, tu as eu 76, mais par rapport aux éléments de compétences, t'en es où? Il y a peut-être des éléments de compétences qui sont complètement abstraits pour l'élève encore. Peut-être qu'il y a des éléments de compétences qu'il a acquis qui sont complètement... Ce sont des belles assises. Mais comment nous... on fait pour reprendre ce cours-là à la 5e session, puis amener les élèves vraiment à atteindre parfaitement cette compétence ou ces compétences-là. Alors, c'était tous des questionnements qui me tracassaient. On voulait également responsabiliser les élèves dans le cadre de cette formation-là qui dure 3 ans, ou même sur une très courte période, et puis de cerner avec précision ses forces, ses difficultés, lorsque celles-ci se développent graduellement dans le temps. Alors, c'était tout un défi, et puis, bien évidemment, ce défi-là s'est traduit par la conception d'un outil qui documente de manière progressive et rigoureuse le développement des compétences. Alors, à travers une démarche évaluative rigoureuse en 4 temps, on passe de l'intention à la collecte, au jugement, à la décision-action. Comment le portfolio peut venir s'inscrire dans ce processus évaluatif-là rigoureux? Tu sais, on se pose la question, certainement l'intention, mais l'intention du portfolio peut être au regard d'une évaluation formative, sommative, certificative. Alors, quelles sont les intentions initialement que je dois engager pour répondre, évidemment, à mon but ou mes objectifs de départ? On a également, au regard de la collecte, bien évidemment, ça permet de recueillir là, et puis de consigner les traces, là, des traces crédibles aussi, parce que c'est bien d'avoir fait des exercices, on ramasse les documents des élèves, mais qu'est-ce qui nous reste des fois, à part que d'avoir pris des petites notes sur le coin de notre feuille ou d'avoir, enfin, là, au moins, on a des traces tangibles, on a quelque chose là, qui nous rapproche là, du jugement là, qu'on veut porter au regard de l'élève. Alors, le portfolio est constitué de traces de grilles d'évaluation, de grilles d'auto-évaluation. On veut faire réfléchir l'élève. Alors, ce sont des dossiers qui sont, somme toute, assez étoffés, mais qui démontrent un portrait vraiment très tangible.
Et le portfolio permet évidemment de prendre des décisions en cours et au terme de l'apprentissage. C'est bien pour l'élève, mais c'est aussi bien pour l'enseignant. Si je vois que mes élèves ont certaines difficultés puis qui en arrachent un peu à certains niveaux, moi aussi, j'ai une réflexion à faire, puis je me dis, ben là, coudonc, 35 élèves sur 40 ont cette difficulté-là. Je le vois passer dans le portfolio, ben c'est un signe pour l'enseignant également de dire, oh, attends, il faut que j'ajuste mes affaires, faut que je reprenne quelque chose, j'ai un angle à utiliser parce qu'essentiellement, ça n'a pas été acquis pour les élèves. Alors, c'est aussi très intéressant pour l'enseignant également de voir dans sa pratique au quotidien les ajustements à faire. Comment concevoir un portfolio? Le portfolio, les types et les dimensions. Alors, dans les nombreuses lectures que j'ai faites, j'ai recueilli 8 dimensions qui m'ont permis de structurer. Alors, c'est l'architecture même, le squelette, les fondements de comment concevoir le portfolio. Moi, quand je me suis assise dans mon bureau, devant mon écran, puis je me suis dit, bon, ben là, ce matin, il faut que je fasse un portfolio. Je commence par où? Qu'est-ce que je fais? Quel morceau je prends. Je n'avais pas d'idée, je n'avais pas de référence, à part que quelques écrits ou quelques enseignants qui avaient fait des essais dans le cadre de Bousquet pour en fait, elle, c'est le prix universitaire. J'avais quelques exemples, mais c'était pas très abondant. Puis je me suis dit, oui, mais qu'est-ce que je dois inclure dans un portfolio? C'est par où je dois prendre ça? Alors, j'ai réuni ces 8 dimensions-là et je vous les présente à l'instant. Alors, c'est un chemin assez linéaire, mais quand même, il y a une réflexion à avoir à chacune de ces petites bulles-là. Les types du portfolio, les buts, ça peut se faire en parallèle. Moi, je les ai mis 1, 2, mais des fois, on sent bien là, que quand on réfléchit au but, des fois, ça nous permet de tranquillement se positionner vers les types de portfolio. Il y avait également les composantes. Je vais revenir systématiquement sur ce que ça veut dire également les composantes. Et on avait également les types de questions. Alors, un portfolio, moi, je veux bien faire un portfolio, mais quel genre de questions je devrais inclure? Si j'ai choisi un portfolio d'apprentissage ou si j'ai choisi un portfolio de développement, quelles seraient les questions les plus appropriées pour être en corrélation avec mon but puis mon type de portfolio du départ? Il y a certainement des nuances à apporter, puis il y a certainement des angles à utiliser. Et évidemment, à ce moment-là, je n'avais pas toutes ces réponses-là. Il y avait également les grilles d'évaluation et les fiches. Alors, quel genre de grille d'évaluation je devrais? Des grilles à échelle descriptive, des fiches d'auto-évaluation? Qu'est-ce que je devrais inclure là-dedans? La gestion du portfolio. Alors, qui va s'occuper de ce joli portfolio? Est-ce que ce sera l'élève? Est-ce que ce sera l'enseignant? Est-ce que ce sera les deux? Ça aussi, c'était encore une fois un doute, un questionnement à cet effet. Et les rôles de l'élève et de l'enseignant. Bon, évidemment, moi, mon souhait, c'était vraiment d'encadrer les élèves par rapport à ce développement-là. Je ne voulais pas les abandonner là-dedans, mais ça demandait quand même une réflexion, savoir qui va faire quoi, à quel moment. Je voulais que ça soit structuré, je voulais que ça soit organisé, puis je voulais pas que ça se perde dans le temps. Parce que des fois, c'est facile, on est très motivé au début de la session, rendu à cinquième semaine, 6e semaine, oups, on sent un petit essoufflement. Il y a une part de responsabilité de l'enseignant, puis une part de responsabilité de l'élève si on veut qu'il y ait une pérennité dans le temps. Et puis également, la confidentialité, la protection des informations. Comment on va faire ça, cette information-là? Comment on va la gérer? Dans un premier temps, les supports de présentation. Alors, on peut décider de choisir un portfolio et de le faire de façon papier ou numérique. J'ai nommé EduPortfolio. Moi, j'ai longtemps réfléchi à la plateforme Sherpa, mais j'ai su tout récemment que Sherpa n'était plus dans les parages. Alors, essentiellement, bon, il faut peut-être choisir une autre plateforme. Il y a plein d'autres projets qui sont en branle, que j'ai eu vent, mais ils ne sont pas encore nécessairement actifs. Mais toutefois, je pense que pour une première exploration, le portfolio papier, là, moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai validé mon outil avec mes étudiants.
C'est essentiellement ce que j'ai fait. Je me suis dit, OK, je ne vais pas m'ajouter un stress supplémentaire, je prends la version papier. Et c'est comme ça que j'ai débuté. Puis après ça, j'ai fait une exploration un peu plus tard dans le cadre du MIFIEC et je l'ai déposé sur le module et ça allait très, 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 très bien. Alors, mais des fois, la technologie ajoute un stress supplémentaire à notre première démarche. Puis moi, j'avais vraiment opté pour la version papier. Mais tu sais, en fait, ce que je veux dire, c'est que les élèves sont tellement technologiques, ils ont tellement la technologie au bout du doigt. Quand je leur ai présenté le portfolio papier, n'était pas si chaude que ça. Alors, évidemment, j'ai vite compris qu'il fallait passer à l'ère numérique, là, puis c'était assez la version papier. Là-dedans, évidemment, on en a parlé tout à l'heure. Je reviens avec les types de portfolios. Je me suis questionnée. J'ai les trois grandes bulles ici. Le portfolio d'apprentissage, d'évaluation, de présentation. On pourrait ajouter à ça le développement professionnel. Alors, le portfolio d'apprentissage, quand j'ai choisi ça, évidemment, c'est vraiment une collection de travaux qui fait foi de sa progression sur une période donnée. Je disais, ah, voilà, ça résume pas mal ce que j'ai en tête comme visée. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi le portfolio d'apprentissage. On a également là-dedans portfolio d'évaluation, portfolio de présentation, des choix de production, accompagnés de commentaires, mais dans certains cas, c'est pas toujours commenté. Puis également, à la toute fin, collection des meilleures productions de l'élève. Bien, on est vraiment orienté, là, comme je le disais tout à l'heure, dans le portfolio de présentation. Ici, toujours dans le type de portfolio, on voit qu'il y a un vocabulaire très, très, très large. Moi-même, je me suis perdue à un moment donné. Je ne savais plus comment le nommer. Dossier, portfolio, dossier d'apprentissage. Je ne savais plus trop comment le nommer. Mais toutefois, on a vraiment toujours les mêmes buts, les mêmes visées, même si on parle de dossier progressif, dossier de progression, dossier d'apprentissage. Selon les différents auteurs auxquels on s'adonne, on va avoir un vocable différent. Moi, j'ai choisi portfolio d'apprentissage. Je n'ai pas choisi le mot dossier. Pour moi, ça résonnait quelque chose. Puis comme les élèves également, dans ma pratique à moi, en design de présentation, ils ont à faire des portfolios pour se vendre auprès de leur futur employeur. Pour moi, le mot portfolio, c'était comme une voie à emprunter. Mais le dossier est tout aussi valable comme terminologie. On regarde également au niveau du portfolio d'évaluation, on peut voir portefeuille de compétences de Joro, on peut également portefeuille de compétences professionnelles. Alors, la terminologie, là, elle est très, très variée. Le but du portfolio. Alors, moi, je l'ai dit, l'ingrédient de base, c'était la réflexion, la réflexivité, tout ce questionnement-là. Mais quand j'ai tombé, en fait, sur la citation de Scalon, et le portfolio peut servir pour certifier les apprentissages d'un élève, pour soutenir sa progression, je vais voilà, là, c'est ça, là. C'est sa progression dans le temps sur une période plus ou moins courte. J'avais besoin que ça résonne avec le portfolio et la progression, le résultat attendu. Mon but poursuivi était autour de ceci. Les dimensions, la dimension numéro 3, c'est quels sont les éléments qui composent le portfolio. Qu'est-ce que je vais mettre dans ce portfolio-là? De quoi, ça va ressembler à quoi exactement? Alors, évidemment, j'ai fait une liste ici. Il pourrait y avoir d'autres éléments qui pourraient être ajoutés, mais quand on parle d'un portfolio, moi, je voyais déjà une page couverture. Je voyais une table des matières pour que tout le monde puisse s'orienter là-dedans. Le but, là, je suis fatigante avec mon but, là, mais moi, il était clair dans ma tête, le but, mais pour l'élève, c'était totalement abstrait. Madame, c'est quoi ça, un portfolio d'apprentissage? On s'en va où avec ça? Puis pourquoi on fait ça? Bien, si on est convaincu, puis on sait pourquoi on le fait, bien, les élèves, quand on va les accueillir, puis on va leur parler de cette préoccupation-là, ils vont être sensibles. Puis effectivement, elles ont été très sensibles à cet effet-là. Donc, il faut le communiquer, ce but-là, cette intention. J'ai donné un titre au portfolio, je l'ai appelé le carnet plus. Évidemment, le carnet, dans ma tête, ça résonnait. Le voyage, on documente les photos. Il y a des bons coups, il y a des mauvais coups à travers un voyage. On veut garder quelque chose. Donc, pour moi, le carnet plus avait une signification, une symbolique, et je voulais me détacher du titre portfolio d'apprentissage pour que ça soit vraiment quelque chose de plus attrayant pour l'élève.
Rôle de l'élève et de l'enseignant. Alors, quels seront les rôles de chacun? Espace pour la présentation de l'élève. Je souhaitais vraiment que l'élève ait sa place pour écrire, mettre une photo de lui-même, ajouter ses coups de cœur, des trouvailles, des livres, des sites, des liens qu'il pouvait partager avec ses collègues et ou le partager avec l'enseignante, évidemment. Présentation des compétences visées. Bon, ben là, le cœur de mon objectif, c'était de leur dire, écoutez, votre compétence commence à la 2e session, elle se termine à la 5e session. Voici pourquoi on fait ça. Et calendrier des tâches. Tu auras 3 rencontres dans la session. Voici les dates. Voici à quel moment on va se rencontrer. Il y a comme une certaine proximité avec le calendrier de l'élève et scolaire et on veut soutenir ça. Ça n'a pas besoin d'être des rencontres systématiques à chaque semaine, mais il faut les définir dans un calendrier et les communiquer à l'élève. On veut également travaux à inclure selon les compétences visées et également les grilles d'auto-évaluation. Donc, ce sont toutes les composantes que moi, je trouvais essentielles à inclure dans le portfolio que j'ai créé. La dimension 4, les types de questions. Alors, les types de questions, moi, j'étais beaucoup portée sur les questions orientées sur les apprentissages pendant le développement des compétences, les connaissances acquises. C'est quoi ton niveau? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Et de la métacognition, réfléchir sur le comment, qu'est-ce qui s'est passé puis pourquoi. Là, vous allez me dire, oui, mais la réflexivité, c'est pas nécessairement quelque chose de très facile. Moi, essentiellement, quand j'aborde le portfolio, ils sont à la 2e session, et je fais tout doucement des activités avec eux et je réfléchis à voix haute. Puis je sais exactement les questions que je vais leur poser. Alors, j'instaure ça déjà dans la classe. Puis là, je dis, oui, mais ici, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi comment tu as procédé. Qu'est-ce que tu retiens de cette activité-là? Puis pourquoi tu trouves que c'est une tâche qui a été très pertinente ou peu pertinente? Ou qu'est-ce que tu retiens là-dedans? Alors, tout doucement, je les amène à réfléchir à voix haute. Alors, quand j'installe le portfolio et j'amène des grilles avec des questionnements, elles sont déjà à même de dire « OK, je ne suis pas trop déstabilisée. » C'est à peu près les mêmes questions qu'on m'a posées, puis je suis capable de réfléchir par moi-même là-dedans. Et je vous dirais que cette réflexion-là s'améliore de semaine en semaine. 5, les grilles d'évaluation, les fiches. Alors, j'ai créé plusieurs types de fiches qui me permettent évidemment d'aller chercher des notions, une approche plus qualitative pour juger du niveau de développement. La gestion du portfolio, je l'ai dit tout à l'heure, était libre ou dirigée. Moi, j'ai choisi qu'elle soit dirigée parce que je ne voulais pas que ça tombe à l'eau. Comme c'est sur une longue période de temps, je croyais essentiel qu'on se rencontre puis que ça soit vraiment géré un peu par l'enseignant. Les rôles de l'élève et de l'enseignant. Alors, quels sont les rôles, les acteurs concernés? Alors, on voit la liste ici de l'enseignant, présenter le but, comme je l'ai mentionné. Les rôles de l'élève, qui sont également de s'impliquer, de remplir les fiches, de déposer, de choisir des preuves qui témoignent, qui font foi de sa progression. Alors, les deux, on a du boulot, puis on sait exactement les attentes de l'un de l'autre. Alors, cette dimension-là, la numéro 7, elle est très, très, très importante au bon fonctionnement du portfolio. Et puis, une fois que tout ça est nommé dans le document, bien, tout le monde peut évidemment savoir ce qu'ils vont avoir à faire. La dernière dimension qui concerne la confidentialité, la vie privée, bien évidemment, les élèves, comme ils se livrent un peu là-dedans, qui relèvent un peu les petites choses qui retroussent, les petites affaires qui vont moins bien, des fois, bien, ils sont soucieux de savoir si ça va être diffusé avec tout l'ensemble du corps professoral, de d'autres disciplines ou les disciplines contributives, ou bien si ça va rester dans le département avec moi-même. Alors, quand c'est papier, bien évidemment, il y a une certaine gestion à faire, très, très serrée, sécuriser le tout. Mais quand c'est sur une plateforme, dans certains cas, on peut sécuriser, barrer des parties, puis ne présenter que certaines sections. Mais ils sont, je vous dis, très, très sensibles à cet effet de la vie privée. Et quand ils se livrent, ils veulent vraiment avoir cette confiance, il faut qu'elle soit établie, sinon ils ont tendance à remplir, mais très sommairement. Alors, il faut vraiment établir un climat de confiance. La réflexion dans le portfolio. La démarche réflexive dans le portfolio, c'est le cœur des apprentissages.
Donc, je vais faire un retour avec, peut-être pas un retour, mais je vais faire un lien avec le journal de bord parce que vous avez vu le portfolio. Maintenant, c'est quoi la distinction avec les journaux de bord? Il y a des auteurs qui se sont penchés sur le portfolio, mais il y a aussi des auteurs qui ont davantage plus analysé le journal de bord. C'est quoi la distinction entre les deux? Bien, c'est sûr que le journal de bord est un outil beaucoup plus simple. Alors, il n'est pas aussi organisé. Alors, ce sont plus des commentaires, ce sont des réflexions qui sont davantage plus personnelles. On peut aussi l'organiser de façon à ce qu'il soit aussi en continu, mais puis des fois, le journal de bord, il est inclus dans le portfolio. Alors, dépendamment, il y a des extraits de journal de bord qui peuvent être inclus dans le portfolio. Alors, c'est un outil qui est beaucoup plus simple. Alors, il peut être en mode privé, semi-privé ou collectif, si vous le mettez sur une plateforme de forum ou s'il y a des échanges, dans le fond, au niveau des réflexions qui se posent, bien, à ce moment-là, c'est aussi ouvert. Ça peut être ouvert, dans le fond, comme on a parlé tantôt, il peut y avoir une section qui peut être ouverte, une section qui est plus privée. Donc, alors, vous avez différents auteurs qui se sont penchés sur, dans le fond, l'outil. Donc, c'est rédigé habituellement quotidiennement. Alors, ce sont des impressions, des découvertes, des remarques pertinentes. Ils sont aussi en fonction d'une espèce de comparaison ou du moins un arrimage avec des fois des collègues. Ça consiste en l'introspection nécessairement. Hein? Alors, on disait tantôt au niveau des stages, comment ça s'est passé, qu'est-ce que je peux faire autrement, est-ce que la réflexion se pose sur l'action, se passe sur l'environnement, se passe sur l'activité comme telle. Donc, c'est sûr que le niveau de réflexion, on peut y attacher des questions par rapport à des niveaux. Alors ça, on va y revenir tantôt. Un outil réflexif qui permet de regarder, de penser, de se regarder penser et de se regarder travailler. C'est la mise, dans le fond, d'un processus de réflexif. Le journal de bord est utilisé en formation des maîtres, mais on peut l'utiliser dans l'espace, au niveau des stages, c'est souvent utilisé. Dans le cas d'un portfolio de présentation, bien, c'est sûr que la réflexion, à ce moment-là, est davantage plus une réflexion en termes de développement de compétences. Alors, c'est plus final. Alors, la place de la réflexion dans le portfolio, on va voir ensemble qu'est-ce que l'approche réflexive. Alors, il y a des auteurs qui ont travaillé sur différents concepts qui sont reliés à l'approche réflexive. Pourquoi recourir à l'approche réflexive dans le cadre du portfolio, dans la situation qui nous intéresse actuellement? Parce que l'approche réflexive, elle peut être prise dans un sens très large. Et comment faire pour que la réflexion soit aussi appropriée et aussi pertinente? Alors, on va voir, là, c'est les trois aspects qu'on va voir ensemble. Alors, au niveau de l'approche réflexive, il y a des concepts qui sont qui se rapprochent, des concepts apparentés. Alors, réflexion, réflexivité, il y a l'analyse réflexive, on parle aussi de démarche réflexive, la métacognition, la réflexion dans l'action, la réflexion sur l'action, c'est des termes que vous avez sûrement déjà vus dans la littérature, puis vous avez aussi probablement travaillé peut-être avec ces concepts-là. Et la dernière, bien, c'est la pratique réflexive. Alors, c'est des termes qui gravitent autour de l'approche réflexive. Moi, j'aime bien approche parce que ça inclut un peu tout ça, mais en même temps, quand vous travaillez avec, dans le fond, votre but, votre type de portfolio, bien, vous allez aussi utiliser un terme qui va plus s'approprier, qui va être plus approprié à votre situation. Alors, au niveau des différents concepts, alors, Perrineau nous a dit, bien entendu, tout le monde est capable de faire de la réflexivité. Alors, on s'entend qu'on peut tous réfléchir, mais on n'est pas nécessairement tous des praticiens réflexifs. Alors, tantôt, Madame nous disait, bien, moi, je le faisais quand j'étais enseignante. Alors, c'est sûr que c'en est un modèle d'être soi-même un modèle réflexif, nécessairement. C'est une condition facilitante quand on veut aussi développer cette compétence-là chez l'étudiant. Donc, quand Perrineau nous dit c'est une condition de régulation de son action, c'est pas anodin. Parce qu'on réfléchit, c'est souvent pour justement modifier son action. Ça peut être aussi pour se conforter, puis on devrait le faire plus souvent, je pense, justement pour se dire, bien, je ne réfléchis pas juste quand ça va mal, mais aussi, je réfléchis aussi quand ça va bien, puis que je me conforte dans ça, je le garde, et ça, je ne le garde pas. Ça, je vais garder cet outil-là. Donc, je pense que on devrait aussi avoir cette posture-là dans toute notre réflexion.
Au niveau de la réflexion-réflexivité, il y a un auteur que j'aime bien, qui est très simple, dans le fond, qui fait la distinction entre réflexion et réflexivité. Donc, au niveau de la réflexion, ce qu'on nous dit, c'est que, dans le fond, que la personne va analyser ses pratiques, dans le fond, un ensemble d'actions courantes, pour trouver des solutions, finalement, dans une situation très particulière. Alors, on réfléchit sur quelque chose, c'est un niveau de réflexion. Quand on arrive à un niveau de réflexivité, c'est qu'on va réfléchir sur des situations qui vont s'apparenter, mais qu'on veut pouvoir transférer aussi. Alors, quelqu'un qui va réfléchir sur son stage, bien, on veut qu'il réfléchisse sur l'action qu'il a fait, mais on veut aussi qu'il réfléchisse un petit peu plus loin. Donc, on va aller pousser un petit peu plus loin au niveau du niveau de réflexivité. Alors, c'est davantage plus là, le terme qui est utilisé. Alors, c'est les auteurs là, qui nous font, en tout cas, qui me parlent le plus. Au niveau de l'analyse réflexive, alors c'est une analyse qui va requérir, dans le fond, de se fonder sur des savoirs. C'est une analyse qui est objective, qui est aussi critique. Elle peut être critique ou non, dépendamment de ce que vous demandez comme question, mais elle est fondée sur quelque chose. Elle s'appuie, dans le fond, sur des auteurs, sur des éléments sur lesquels l'action elle est appuyée. Alors, ce n'est pas un commentaire anodin et ce n'est pas non plus un commentaire factuel. C'est habituellement conscientisé, c'est objectivé aussi. Quand on parle d'une démarche d'analyse réflexive, bien, dans le fond, une démarche est structurée. Donc, c'est une articulation de certaines composantes qui fait que l'analyse, dans le fond, va mener, dans le fond, à une prise de conscience. On a besoin de prendre un recul, on a besoin de se distancier quand on fait de l'analyse réflexive. Alors, la démarche, dans le fond, c'est un ensemble de composantes. J'ai mis quelques exemples au niveau d'une composante. Qu'est-ce que c'est les composantes d'une démarche? Ça peut être d'écrire, ça peut être problématiser, analyser, construire une théorie de l'action. Alors, à partir de ce que j'ai fait, est-ce que je peux rattacher ça à un modèle? Réinvestir dans l'action. Alors, c'est un exemple, dans le fond, d'une série de composantes qui peut être intégrée à l'intérieur d'une démarche réflexive. On continue dans les différents concepts. Réflexion dans l'action, réflexion sur l'action. Alors, je ne sais pas si vous avez lu là-dessus, mais c'est Sean, dans le fond, qui a beaucoup collaboré à la littérature sur la réflexion dans l'action et sur l'action. Alors, c'est sûr que Sean est dans les courants de Dewey, qui a justement développé la pensée réflexive avec, dans le fond, sur une méthode souvent de résolution de problèmes. Donc, la réflexion dans l'action est présente dans le fond, en cours de processus d'analyse réflexive à deux niveaux. La réflexion dans l'action, qui consiste à penser en cours d'action. Donc, l'action se présente. Alors, à ce moment-là, on est comme là, je pourrais réfléchir dans ma tête, est-ce que je fais correct ou que je ne fais pas correct, ou est-ce que je suis devant la caméra ou je suis devant la lumière. Alors, dans l'action, on est dans l'action présente. Tandis que la réflexion sur l'action, c'est tantôt que je dis, moi, qu'est-ce que j'avais fait? Est-ce que j'ai fait correct? Donc, c'est a posteriori. Alors, c'est sûr que la réflexion sur l'action est beaucoup plus approfondie parce qu'on n'est pas dans l'immédiat. La réflexion dans l'action, on est dans l'immédiat, puis on a une capacité de s'ajuster, puis une capacité aussi de modifier les choses. Mais la réflexion dans l'action, bien, à ce moment-là, alors quand vous posez des questions, que ce soit un stage ou dans d'autres circonstances, bien, il y a aussi la réflexion sur l'action, mais il y a la réflexion dans l'action, mais il y a aussi sur l'action. Le dernier concept, pratique réflexive, vous l'entendez souvent, on veut développer des praticiens réflexifs chez les enseignants, on veut aussi développer des praticiens réflexifs dans tous les domaines, parce que, dans le fond, la pratique réflexive, elle a beaucoup évolué. Dans le fond, c'est une vague sur laquelle plusieurs domaines se sont rivés, et aussi l'éducation, nécessairement. Alors, ça passe par l'action et aussi sur l'action. On apprend, dans le fond, on développe une pratique réflexive. Sean aussi a travaillé là-dessus. C'est un processus qui est ancré entre la pensée et l'action, entre la théorie et la pratique. Alors, c'est vraiment, quand on disait tantôt s'appuyer sur des faits, bien, c'est sûr qu'il y a la théorie qui est derrière, dans le fond, l'action et la pratique. Pratique réflexive, dans le fond, il faut distinguer, dans le fond, la posture réflexive du praticien d'une réflexion qui est davantage plus épisodique. Quand je disais tantôt, ce n'est pas anodin, ce n'est pas nécessairement quelque chose de factuel, mais une pratique réflexive, ça devient comme une seconde nature où la personne est en réflexion constante sur sa pratique.
sur ses actions. Ça peut être sur des petits éléments sur lesquels elle porte un regard sur... et un praticien réflexif va réfléchir aussi... il y a un auteur qui a travaillé sur différents niveaux de réflexion. Ça va jusqu'à la mission. Alors, à la limite, la mission de Vassalos, c'est Cartogen, qui ont travaillé sur ces niveaux-là. Alors, ça va jusqu'à l'environnement micro, jusqu'à la mission sur laquelle on travaille. Donc, il y a des niveaux sur lesquels on peut travailler. Alors, si on parle d'un stage, bien, on peut travailler sur une action, sur l'ensemble du stage, sur l'ensemble du programme, et ensuite sur le marché du travail. Donc, vous voyez les niveaux sur lesquels on peut les amener à réfléchir par rapport à ce qui c'est une action qui s'est passée dans un stage, bien, on peut l'emmener à réfléchir sur beaucoup plus loin. Donc une posture réflexive, ça se développe au fur et à mesure. Alors, vous ne pouvez pas nécessairement demander en premier trimestre de développer cette posture-là, à moins qu'il l'ait développée avant. Alors, c'est sûr que je vous dirais qu'avec les nouveaux programmes primaires, secondaires, on pense que les étudiants arrivent avec une posture réflexive beaucoup plus développée. Oui, pour certains, d'autres non. Mais je pense que dans l'ensemble, oui, ça va un peu plus. La métacognition ou l'autorégulation. Au niveau de la métacognition, alors c'est un terme peut-être que vous aussi, qu'on voit dans la littérature au niveau de la métacognition. Alors, c'est un regard que la personne va porter sur ses propres actions, alors sur ses façons d'apprendre. Alors, ça veut dire que c'est les processus mentaux, dans le fond, qui sont mis en exergue. Et la situation d'apprentissage, donc, qu'est-ce que j'ai appris? Comment je l'ai appris? Qu'est-ce qui fait que j'ai appris? Alors, c'est au niveau du contexte. Alors, c'est au niveau de ses façons d'apprendre, au niveau de la métacognition. Et le concept est composite. Le concept de métacognition, il y a comme trois éléments. Alors, il y a les connaissances métacognitives. Alors, au niveau des connaissances de la personne, les connaissances de la tâche. Alors, si on veut faire réfléchir quelqu'un, il faut qu'il connaisse la tâche. Et au niveau des stratégies aussi, les stratégies métacognitives. Alors, comment moi j'apprends? C'est quoi mes stratégies? Est-ce que je lis? Est-ce que j'écris? Donc, c'est nécessairement les façons d'apprendre. Il y a la prise de conscience des processus mentaux. Donc, c'est de se poser la question, comment j'apprends? Et la gestion de l'activité mentale, donc au niveau de la planification, le contrôle et la régulation de l'activité au niveau des processus. Mais l'habileté métacognitive, dans le fond, se reconnaît, entre autres, vous allez les reconnaître chez vos étudiants, entre autres, à la capacité de transférer assez facilement ses connaissances et ses habiletés dans différents contextes. Alors, dans différents contextes de stage ou dans différents contextes au niveau où il y a le niveau de l'action, à ce moment-là, vous allez pouvoir voir la personne qui va transférer. Il apprend par lui-même. Alors, les autodidactes, c'est sûr qu'il y a des capacités, un développement d'habiletés métacognitives qui ont développé, la prise de conscience de sa propre démarche, expliquer les étapes aussi de son raisonnement. Alors, quelqu'un qui est capable d'expliquer, dans le fond, comment il a appris et là où il y a eu de la difficulté, il est capable de cerner à quel endroit il a eu de la difficulté, bien, c'est sûr que c'est quelqu'un qui a développé ces habiletés-là. Alors, un étudiant qui a déjà développé ce type d'habileté-là, vous partez beaucoup moins loin quand vous les travaillez avec que quelqu'un qui ne l'a pas. Alors, comparer des méthodes, différentes méthodes de démarche, repérer ses propres erreurs, ça, c'est vraiment... c'en est une question qu'on peut poser, dans le fond, au niveau des erreurs qui sont commises. Puis, c'est pas juste pour les retirer, dans le fond, de l'action, mais aussi pour les analyser, pour pouvoir passer à un mode d'amélioration ou tout simplement de se conforter, comme je disais tantôt, quand on a des bons coups. Se connaître comme apprenant, identifier ses forces et ses difficultés. Alors ça aussi, tantôt, je pense que c'est au niveau des stages qu'on disait, bon, les forces, les défis, les points de vigilance. Alors, tout ça, dans le fond, est capable d'être ressorti lorsqu'on pose certaines questions. Je vais voir avec vous tantôt différents types de questions, mais bon, on va voir, on n'a quand même pas beaucoup de temps, mais on va voir. Se questionner face à un problème, alors se poser les bonnes questions. S'auto-évaluer régulièrement et ajuster ses façons de faire. Alors, c'est sûr que c'est une fois qu'il a pris conscience et qu'il a analysé la situation, maintenant, est-ce qu'il est prêt à trouver des solutions pour pouvoir, dans le fond, améliorer, là. Au niveau de l'étudiant, au niveau de l'enseignant métacognitif, bien, je pense que la dame l'a dit tantôt, il faut être déjà nécessairement être soi-même. Alors, être un guide de l'apprentissage, donc d'aller au rythme de l'étudiant,
et aussi être prêt à poser des questions, avoir les réponses, puis d'être un peu déstabilisé. Parce que si on n'est pas prêt à être déstabilisé, bien, on ne pose pas la question. Parce que finalement, le matériau, hein, la réflexion, le matériau ne connaît pas le contenu qui va survenir. Donc, à ce moment-là, je pense que c'est un guide en même temps au niveau de la réflexion. L'enseignant métacognitif amène ses élèves à comprendre et à apprendre. Alors, il est plus souvent curieux des questions que des réponses. Alors, à ce moment-là, il va chercher à pousser l'élève et l'étudiant plus loin. Il est prêt à s'engager lui-même dans une démarche de métacognitive. Pourquoi recourir à l'approche réflexive? Pourquoi recourir à l'approche réflexive? Je vous demande de donner des exemples. Les moteurs de la réflexion sont multiples. Alors, ce serait quoi, dans le fond, pourquoi on pourrait ou on devrait réfléchir? Alors, la réflexion se situe entre un pôle, dans le fond, davantage plus pragmatique, donc lié plus à la pratique, où elle est un moyen d'agir, et un pôle identitaire, alors on parlait d'identité aussi, où elle est une source de sens. Alors, ça aussi, c'est ce qu'on oublie. La question qu'on pose, il faut qu'elle fasse un sens, il faut qu'elle donne un sens, dans le fond, à l'action que la personne va poser ou que la personne va poser, parce que c'est souvent, des fois, on peut poser des questions, dans le fond, avant l'action. Et il y a des incidents qui vont nécessairement des éléments déclencheurs. Alors, ce serait quoi un élément déclencheur? Donnez des exemples. Des conflits, des divergences d'opinion. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, tout ce qui peut être un peu déstabilisant nous permet, dans le fond, d'amorcer une réflexion. Et cette réflexion-là, habituellement, a une intention, elle a un but. Alors, autant le portfolio a un but, mais la réflexion aussi doit être porteur de but. Comme je disais tantôt, on peut modifier son action, on peut la réguler, mais on peut aussi se conforter. Alors, comment faire pour que la réflexion soit pertinente et appropriée? Alors, c'est de favoriser le développement partant d'une attitude, d'une habileté, d'une attitude et d'une posture réflexive. Alors, il y a comme une espèce de progression à l'intérieur de ça. Vous ne pouvez pas demander de développer une posture réflexive si la personne ne s'est jamais positionnée par rapport à des questionnements internes. Alors, donc, on développe une habileté. Alors, essentiellement, on va aussi développer une attitude. Quand une attitude qui est réflexive, dans le fond, c'est déjà plus instauré, tandis que la posture, bien, une fois qu'on l'a, cette posture-là, nécessairement, ça va... donc, peut-être de réfléchir à votre propre questionnement, que quand vous posez des questions, bien, à ce moment-là, vous êtes à quel niveau de ces... Est-ce que je développe une habileté? Est-ce que je développe plus une attitude? Est-ce que je suis davantage plus dans la posture? Donc là, à ce moment-là, on est dans une progression. Les assises essentielles d'une approche réflexive. Alors, comment faire pour que la réflexion soit appropriée? Je vous amène trois éléments. Alors, être soi-même un modèle, dans le fond, métacognitif, alors un modèle réflexif, utiliser le questionnement et offrir des conditions aussi pour favoriser la réflexion. Alors, autant les conditions sont importantes que le type de questionnement. Parce que si vous n'avez pas, si vous ne mettez pas en place certaines conditions, comme justement l'intention, est-ce qu'elle est claire? Mais pourquoi tu me poses cette question-là? Pourquoi je dois faire ci? Pourquoi je dois faire ça? Donc, c'est sûr que si on va offrir des conditions qui vont faciliter la réflexion, puis on va voir quelques exemples tantôt. Donc, c'est sûr que pour être soi-même un modèle réflexif, bien, c'est pour se poser les bonnes questions. Mais entre autres, pour soutenir les démarches de jugement des étudiants, de collègues, stimuler les processus d'analyse et de synthèse. Alors, c'est sûr que nécessairement, en étant soi-même un modèle, vous connaissez déjà le processus, vous savez déjà les avantages, vous savez déjà, dans le fond, ce qui va être, dans le fond, positif par la suite. Alors, il y a aussi misé sur le cycle action, réflexion, action. Alors, ça aussi, ce n'est pas juste nécessairement sur une action précise, mais aussi sur tout le cycle de réflexif qui est autour de ça. Favoriser la référence à l'expérience. Alors, nécessairement, l'action est un élément déclencheur. Alors, ça peut être une action qui est individuelle, ça peut être une action aussi qui est collective. Alors,
fournir des cadres conceptuels. Et ça, c'est important parce que quand vous demandez à réfléchir à quelqu'un, bien, à ce moment-là, il faut qu'il s'appuie sur quelque chose pour pouvoir justement s'argumenter et justifier ses actions. Alors, il ne peut pas justifier s'il n'a pas un cadre sur lequel il s'appuie. Alors, les contenus sur lesquels vous enseignez, bien, à ce moment-là, ils sont les bases sur lesquelles la personne va s'appuyer pour justifier, donc infirmer ou confirmer, dans le fond, une action qui a été posée. Encourager la réflexion sur des dimensions qui sont nécessairement plus profondes. Alors, quand je disais tantôt au niveau des valeurs, quand on est rendu au niveau de l'identité professionnelle, là, alors on va toucher les valeurs, les conceptions. Alors, il y a différents niveaux sur lesquels, et si vous n'êtes pas prêt à traiter le contenu qui va ressortir, bien, je vous dirais, abstenez-vous de poser la question parce que c'est sûr que la personne, à moins que ça devienne, que ça soit entendu, que ça devient privé, puis que dans le fond, c'est une réflexion que la personne garde pour elle. Mais si c'est pour être partagé, bien, à ce moment-là, il faut avoir un intérêt à travailler avec le contenu qui va subvenir. Concevoir, dans le fond, des situations de formation qui favorisent l'engagement authentique des apprenants dans une démarche de réflexion. Donc, ça, c'est nécessairement relié à l'aspect authentique. Utiliser un questionnement réflexif. Alors, questionner, c'est finalement un élément très essentiel, un acte essentiel dans la communication. Alors, il y a l'art de questionner ou la typologie des questions. Je vais voir quelques éléments là-dessus, mais je pourrais vous traiter de ça tout un après-midi. Alors, l'art d'interroger, comment apporter de la valeur ajoutée lors de rétroaction. Alors, ça, c'est davantage plus lors de stages, lorsque vous faites des interventions, c'est l'art d'interroger, tandis qu'on va aussi voir l'art de questionner, poser les questions. L'art d'interroger, c'est aussi poser des questions, mais c'est en action face à face. Donc, à ce moment-là, c'est différent. Limiter les effets d'influence du questionnement. On va le voir tantôt, mais vous êtes en mesure de savoir lesquels, là, dans le fond, ça serait quoi les limites là, du questionnement. Faire prendre conscience de la progression et aussi témoigner des progrès. Alors, dans un portfolio, on a souvent des pièces justificatives, des preuves, des éléments sur lesquels la personne peut nécessairement appuyer sa propre réflexion. Alors, dans le fond, c'est une progression. Analyser la séquence des apprentissages. Comment, dans le fond, ça a été appris. Est-ce que la séquence, dans le fond, aurait pu être différente? Donc, c'est nécessairement réguler des savoirs et des capacités. Alors, on parle beaucoup de savoir, d'habileté, vous avez aussi des capacités. Rendre actif l'étudiant dans ses apprentissages, nécessairement dans une espèce d'autorégulation. Alors, dans le fond, donc, c'est nécessairement au niveau des apprentissages. Des questions sur les connaissances acquises, donc sur les acquis et le niveau de développement des compétences. Alors, tantôt, c'était au niveau des apprentissages qui avaient été réalisés. Maintenant, c'est plus au niveau des compétences, des connaissances qui ont été acquises et le niveau aussi de développement. Alors, faire identifier ce qui est compris ou non. Alors, c'est souvent, des fois, les premières questions qui nous viennent en tête, dans le fond, qu'est-ce que tu as appris puis qu'est-ce qui te reste à apprendre. Développer l'autonomie et la responsabilité de l'étudiant. Alors, c'est sûr qu'on peut travailler là-dessus, mais souvent, on travaille avec aussi des étudiants qui sont déjà assez développés quand ils arrivent au niveau collégial. Développer la capacité d'auto-évaluation. Ça aussi, ça se développe au fur et à mesure, dans le fond, qu'il apprend et permettre à l'étudiant de prendre conscience là, du chemin parcouru, alors, dans le fond, la progression. Et ça, on ne le fait pas souvent assez, je crois, pour leur permettre justement de se conforter. « Ah, bien, tu as bien raison, j'ai fait ça. OK, il m'en reste ça, mais j'ai un bout déjà de fait. Puis mon bout que je fais, bien, je peux l'identifier avec ça, ça et ça. » Donc, à ce moment-là, on est capable là, de faire réfléchir. La dernière chose, des questions métacognitives là, qui va exiger des questions qui vont faire prendre conscience, dans le fond, au niveau qui va faire prendre conscience, mais qui va permettre de faire une distanciation, une prise de recul face à une démarche. Faire reconnaître des situations qui favorisent aussi ce qui entrave la compréhension. Alors, nécessairement, qu'est-ce qui bloque? Les résistances qu'on a à des apprentissages, mais c'est aussi des questions qui sont très valables pour pouvoir faire réfléchir la personne. Identifier des besoins pour faire comprendre et apprendre. Questionner des stratégies nécessaires pour corriger la situation lorsqu'il ne comprend pas. Alors, une fois qu'il a
déterminer que c'est pas compris maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir améliorer la situation. Et quand on parle de stratégie, bien, c'est des stratégies personnelles que la personne doit, dans le fond, développer, mais aussi, on peut l'aider à trouver des stratégies qui vont l'aider. Alors, dépendamment, quand je disais tantôt le contenu, les réponses aux questions, bien, vous allez pouvoir utiliser ce matériel-là pour pouvoir poursuivre les apprentissages. Hein. Quand vous posez des questions, les réponses vont le faire aussi cheminer dans la progression. Alors, c'est pas anodin. Les forces et les points de vigilance, tantôt on en a parlé, alors dans une perspective de bilan. Alors, j'aime mieux points de vigilance que les limites ou que des points à améliorer. Des points de vigilance, c'est qu'on on doit faire attention à tels éléments, mais c'est dans une perspective de bilan. C'est quoi mes forces, c'est quoi les points que je dois améliorer. Les défis à atteindre dans une perspective prospective et aussi dans une perspective d'amélioration. L'écrit réflexif. L'écrit réflexif dans le portfolio. Parce qu'un portfolio, c'est qu'il soit numérique ou qu'il soit en copie papier, vous avez des écrits. Alors maintenant, est-ce que la personne va réfléchir? Est-ce qu'elle est capable nécessairement de le faire transposer ou transmettre par écrit? Alors, il y a un auteur qui a travaillé, il y a plus d'auteurs qui ont travaillé sur les écrits, mais j'ai trouvé, dans le fond, celui-là que je trouvais ça intéressant. Il s'agit d'une écriture singulière qui est impliquée, expérientielle et qui comporte des différentes dimensions. Alors, narrative, descriptive, argumentative et prospective. Alors, si vous regardez chacun des mots, c'est des éléments qui sont, dans le fond, importants quand vous posez une question que la personne doit écrire. Alors, c'est relatif à une expérience, c'est singulier parce que, dans le fond, ça appartient à la personne. C'est impliqué parce que, justement, elle est responsable de ses actions, mais aussi elle est responsable de ce qu'elle répond, dans le fond, à la question. Expérientiel, bien, c'est sûr que c'est lié à une expérience, c'est relié à une action qu'elle a fait. Alors, et les dimensions, il va falloir aussi, quand vous posez des questions, de faire attention. Est-ce que vous voulez qu'elle narre, vous voulez qu'elle décrive, vous voulez qu'elle argumente, qu'elle critique, qu'elle soit présente dans une dimension prospective? Alors ça aussi, il faut que ça soit bien déterminé pour que, justement, la personne soit en mesure de bien répondre à la question. Alors, ce sont... je trouve que c'est une... Puis je l'ai mis en citation parce que je ne peux pas la résumer autrement, parce que je trouve que les termes sont très parlants. Donc, quand vous posez des questions, la personne qui va écrire, bien, vous allez voir, ça va ressembler à ça. Donc, puis vous avez une responsabilité de voir au niveau des dimensions, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez... Narrative, là, c'est quelque chose qui s'est passé, elle va vous raconter son histoire. Bon. Descriptive, elle va décrire, elle va davantage plus analyser des composantes, des éléments sur lesquels elle peut s'appuyer. Si c'est une argumentation que vous voulez, alors à ce moment-là, elle doit prendre position. Et si c'est une prospective, bien, dans une perspective d'amélioration, qu'est-ce que je peux faire? Donc, à ce moment-là, c'est... La pratique discursive, donc au niveau de l'écriture, ça va nécessiter un processus, dans le fond, au niveau langagier, réflexif, qui est un retour sur soi et aussi sur son action. Donc, c'est une explicitation. Et souvent, on essaie de aussi viser la valorisation. Alors, au moins ce qui a été accompli, dans le fond, essayer de valoriser ce qui a été accompli. Une mobilisation pertinente des connaissances théoriques. Alors, quand on disait tantôt, quand je disais que ça doit être appuyé sur des bases, sur des fondements, alors pour qu'on puisse argumenter. La personne ne peut pas argumenter si elle n'a pas des bases sur lesquelles elle peut se justifier. Une mise en œuvre d'opérations intellectuelles créatives et complexes. Alors, on est dans la création. Une mise à plat, dans le fond, du ressenti. Alors ça, pour éviter justement que ça soit trop intimiste, alors il faut juger de la qualité des questions en fonction de ça. Et l'autre est important, une énonciation du « je ». Quand la personne écrit au « je », elle s'implique, c'est singulier et c'est en fonction de ce qu'elle a vécu. Donc, c'est beaucoup moins... Et ça, je pense que c'est un élément important de tenir compte, dans le fond, de cette dimension-là.
La combinaison de plusieurs langages discursifs, on a dit tantôt, alors narrer, expliquer, décrire, argumenter avec différentes formes, dans le fond, spécifiques au niveau de la modélisation, alors au niveau des modèles. Les limites et les conditions gagnantes du questionnement réflexif. Du questionnement réflexif. Alors, il y a certaines résistances. Vous allez voir, dans le fond, au niveau des étudiants, ça peut être des collègues aussi. Ces résistances-là sont attribuées à différents éléments. Alors, il y a un manque de confiance en soi, une maîtrise insuffisante des capacités d'analyse et des concepts nécessaires à la réflexion structurée. Quand on dit tantôt, ils ont besoin d'une base, mais s'ils ne comprennent pas la base, ils ne pourront pas nécessairement analyser de façon juste. La crainte du jugement face à une évaluation. Là, elle va lire ça, puis dans le fond, on va me mettre dans le fond une note moins haute parce que j'ai décidé d'avoir une opinion contraire. Une expérience trop limitée, un inconfort avec le mode de communication. Alors, dépendamment de ce que vous proposez comme mode de communication à l'écrit, à l'oral, alors il peut y avoir un inconfort. Alors, quelqu'un va communiquer de façon orale, de façon très facile. D'autres, ça va être plus à l'écrit. Donc, celui qui est facile à l'écrit, à l'oral, ça va être difficile. Puis l'autre qui est facilement à l'oral, bien, dans le fond, ça va être... Donc, le moyen de communication que vous allez choisir, nécessairement, il y a des gens, des étudiants qui vont avoir une limitation par rapport aux moyens. Les conditions pour faciliter la réflexion. Et là, c'est davantage de votre responsabilité quand vous posez le type de question ou simplement lors d'un entretien aussi, là. Annoncer l'intention de l'activité réflexive. Alors, qu'est-ce que vous voulez aller chercher? Vous devez vous poser la question, qu'est-ce que je vais aller chercher si je pose cette question-là? Le niveau de réflexion attendu aussi. Est-ce que je veux qu'elle réfléchisse juste sur l'action? Est-ce que je veux qu'elle réfléchisse sur l'ensemble de son stage? Je veux qu'elle réfléchisse davantage sur la progression de ses compétences? Alors, c'est le niveau de réflexion attendu. Jusqu'où je veux qu'elle... Alors, plus c'est déterminé, plus la personne va pouvoir répondre de façon juste. Puis, ce n'est pas nécessairement pour vous, mais c'est pour elle, pour qu'elle puisse, dans le fond, développer son niveau de réflexion, mais aussi ça fait partie de ses compétences. Déterminer l'objet sur lequel doit porter la réflexion. Alors, ça aussi, c'est l'objet sur lequel, alors, dans le fond, c'est la participation des collègues. Est-ce que c'est, dans le fond, au niveau de l'environnement? Alors, l'objet sur lequel on doit porter une réflexion, c'est aussi déterminer. Déterminer le moment et le lieu où la réflexion intervient. Alors, à la fin du stage, pendant le stage, pendant une activité d'apprentissage, après, alors à ce moment-là, on détermine le lieu. Statuer sur le fait que la réflexion soit évaluée ou non. Ça aussi, vous devez savoir, est-ce que je vais m'en servir pour porter un jugement? Pas évaluer le commentaire comme tel, mais le commentaire sur lequel elle a pu progresser. Elle s'est projetée, elle a eu une espèce de prospection, donc ce qui fait que, est-ce que ça, c'est analysé ou pas? Vous pouvez aussi analyser le commentaire, mais c'est toujours là, c'est un matériau. La réflexion, c'est un matériau qui vous est inconnu. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas prévoir ce qui va être écrit ou donné verbalement. Accorder le temps nécessaire pour la réflexion, et ça, mettez 3 astérix, parce que c'est souvent ce qui fait défaut. On ne donne pas assez le temps pour réfléchir. Établir un climat propice aux échanges, alors que ce soit avec les pairs, que ce soit avec un tiers, que ce soit avec l'enseignant, que ce soit avec, dans le fond, un tuteur. Alors, nécessairement, établir un climat qui va favoriser les échanges. Valider le type d'accompagnement, les modalités. Alors, c'est sûr que quand on dit tantôt que le matériau avec lequel vous allez travailler, bien, c'est sûr qu'il faut prévoir peut-être le type d'accompagnement qui va suivre, parce que peut-être que la personne va avoir besoin d'un accompagnement et aussi de certaines modalités de suivi. Exemple de portfolio, le carnet plus. Après avoir bâti les 8 dimensions, je dis, bon, mais ça va avoir l'air de quoi ce portfolio-là? Évidemment,
C'est un exemple. Il est modulable, il est évolutif, même dans sa facture visuelle actuelle. Il y a déjà eu des transformations, mais c'est juste pour vous aider à mettre tous les morceaux du casse-tête ensemble. OK, on a parlé de dimension, on a parlé de tel aspect. Maintenant, ça a l'air de quoi dans la vraie vie quand je donne le portfolio en main aux élèves? Alors, dans un premier temps, c'est la page titre qui spécifie en fait sur les 3 années le passage de l'étudiant 2012-2015. Il y a déjà 3 thèmes clés qui sont décrits, espace, création, progression, parce que moi je suis dans vraiment un aspect plus de progression. Le carnet plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donnait la possibilité aux élèves de s'inscrire un peu plus, de le personnaliser. Alors, on a des hyperliens. Toutes les X deviennent des hyperliens qui nous permettent d'aller ailleurs. Et dans le cadre de cette page-là, évidemment, bon, des notes personnelles, des livres, des revues, des éléments clés que l'élève pourrait dire « Ah, moi, c'est vrai, ces sources d'inspiration-là, je pourrais m'en servir » ou des lectures qu'il pourrait ajouter. Alors, j'explique les 3 mots-clés qu'on a en page titre pour l'élève. Évidemment, à quoi ça rime la progression, à quoi ça rime également la création et pourquoi on a un petit pictogramme sur la progression, parce que chaque fois qu'on va se retrouver dans le document, on va faire face à un espace. Est-ce qu'on est plus dans la réflexion? Est-ce que je suis plus dans un moment où je dépose des preuves? Ou bien on va me demander de réfléchir ou de questionner ma progression? Alors, c'est pour ça que les pictogrammes ont été réalisés. Alors, rapidement, j'enchaîne avec une page qui s'adresse plus à l'élève. Bon, moi... par rapport à mon métier, par rapport au domaine du design, je me situe où, c'est quoi mes intérêts, pourquoi j'ai choisi cette profession-là. Je veux vraiment qu'ils parlent d'eux avant de... Quand on parlait de relations de confiance, ça passe un peu aussi dans cette petite fiche-là. La photo, ça peut être une image, un dessin qu'ils ont fait, une image d'eux-mêmes. Ça peut être très, très varié, mais du moins qu'ils puissent parler d'eux. Ensuite, j'explique ici dans cette fiche-là, bon, c'est quoi la compétence qui est visée? Alors, on la voit, compétence, effectuer un montage de produits, communiquer avec les ressources professionnelles. Et là, j'ai fait ce petit schéma qui présente, voici la compétence dans le cadre de ce cours-là, où est-ce qu'elle débute, où est-ce qu'elle se termine, puis dans quel cours tous ces éléments de compétences-là vont être visés. Fait que là, les élèves sont souvent surpris, ils disent « Oh, wow, attends, je pensais pas que tel autre prof allait m'évaluer aussi sur cet aspect-là, je savais pas qu'elle se prolongeait autant dans le temps. » Alors ça situe généralement assez bien les élèves. On parlait des rôles, alors je définis, je ne ferai pas la lecture, mais je définis le rôle de l'enseignant. Puis là, l'élève dit « OK, bien, c'est ce que vous allez avoir à faire, vous allez m'encadrer là-dedans, vous allez m'aider à, je ne sais pas, réfléchir ou à faire des choix de preuves à l'occasion. » Puis du côté de l'élève, bien, c'est exactement ce qu'il y a à faire dans la période, évidemment, visée par le portfolio. Ensuite de ça, le calendrier. Bon, à quel moment on se rend compte, quelle date, il y a certainement des moments clés où on veut rencontrer l'élève pour partager avec lui puis faire le point sur sa réflexion. Alors, le calendrier permet ici là, vraiment de venir inscrire les rendez-vous qu'on donne dès le début de la session à l'élève. Cette fiche, évidemment, permet à l'élève de déposer ses preuves. Alors, avec le petit plus, ça nous situe dans une session. Alors, la session 2, je clique sur ce X-là, ça m'amène à démontrer les différentes preuves choisies. Et en plus, ça peut m'amener aussi à des grilles, des fiches qui me permettent de me questionner. Alors, quelques exemples. On peut penser, pourquoi tu attires l'attention sur cette preuve-là? Je questionne également l'élève en disant, comment as-tu procédé pour arriver à ce résultat-là? Ensuite, ce que tu as appris de cette tâche-là? En fait, je questionne l'élève, puis évidemment, les questions peuvent être modulées, transformées au fil du temps. Et puis, rendu à la 5e session, les questions sont un petit peu plus pointues ou différemment amenées. Alors, c'est un exemple de fiche.
fiche-là, ou des fois, cette fiche-là ou cette preuve-là a été choisie par l'enseignant, choisie avec l'élève ou choisie avec les pairs. Alors, on dit exactement, puis à quel moment de la session? C'est au début de la session, au milieu de la session, à la fin de la session? À quel moment tu déposes cette preuve-là? Ça me témoigne de tes apprentissages. OK, au début, à la fin, ça me sonne une cloche. S'il y a encore certaines difficultés à la fin, ça veut dire qu'il y a peut-être des éléments où je dois vraiment intervenir en tant qu'enseignante. Une autre fiche, session, un petit peu plus de bilan. Alors là, on a un autre niveau de question. Puis là, je dis à l'élève, maintenant, viens placer un X là où, par rapport aux éléments de compétence du cours, où est-ce que tu te situes? Il est acquis, il est en progression, où est-ce que je me situe? Puis chacune de ces couleurs-là m'aide. OK, quand c'est rouge, il y a peut-être quelque chose qu'il faut que je retravaille. Puis c'est évidemment un portrait assez simple, mais assez révélateur pour l'élève. Et là, à la toute fin de la session, là, c'est vraiment comme l'enseignant, l'élève qui vient poser son petit X, puis il se positionne par rapport à la compétence. Elle est finie, là, dans le cadre de la deuxième session. Puis là, je dis, OK, ben moi, j'ai encore des éléments. La maîtrise, elle n'est pas tout à fait atteinte, mais je sais exactement ce sur quoi je dois travailler parce que mes éléments de compétence, tantôt que j'ai bloqués, ben je sais que dans la session 5, je vais devoir revenir à ça. Alors, si c'est moi, je me souviens de l'élève, mais j'ai un portrait très réaliste de sa démarche. Si c'est un autre enseignant, ben c'est un outil excellent de communication entre l'élève et les autres collègues avec lesquels on collabore. Alors ça, c'est un petit schéma représentatif des hyperliens. Quand je clique sur telle fiche, ça m'amène à telle autre, à telle autre, à telle autre, juste pour figurer un peu jusqu'où on peut aller dans cette approche d'hyperlien. Avantages et limites du portfolio. Avantages et les limites, les retombées, bien, certainement qu'il y a des avantages. Le portfolio permet l'intégration de matériel multimédia. Comme je parlais tout à l'heure, moi, j'ai commencé par papier, mais je pense que la place du numérique est tout à fait désignée. Bon, l'archivage, on parle évidemment de contribuer au développement des compétences. Tous ces éléments-là font en sorte que ce sont les avantages sur lesquels puis que j'ai pu constater également dans l'exploration puis la mise en place de ce portfolio-là. La flexibilité, l'accessibilité des outils, des preuves tangibles qui sont conservées puis qui peuvent même aller au-delà du scolaire, mais sur le marché du travail, il y a des pistes possibles à envisager. Les limites, bien sûr, les limites peuvent être de niveau, bon, pour l'enseignant et pour l'élève, mais évidemment, exige un travail de concertation. Tu sais, je ne pourrais pas, en fait, penser que tout seul dans mon coin, dans mon département, je pourrais envisager une démarche comme celle-là. Je pense qu'il y a quand même un mouvement du département qui doit... Tous les gens doivent emboîter le même pas parce que là, moi, on se questionne sur 2 compétences, mais ça pourrait être une autre série de compétences qui sont échelonnées dans le programme. Bon, ça peut être perçu comme une tâche additionnelle, mais quand c'est bien géré, quand c'est amené à la petite dose, ça paraît pas comme un fardeau. Ça s'inscrit assez bien, mais quand même, il faut avoir... chronophage peut prendre du temps, là, et la limite, là, il faut vraiment la prévoir dans sa planification. Puis bon, bien, il y a aussi le risque de désengagement de l'élève, mais bon, ça, on ne peut pas toujours contrôler. Moi, je n'ai pas perçu de désengagement au niveau de mon application. Mais bon, somme toute, il y a des élèves qui, parfois, peuvent peut-être remplir plus rapidement certaines portions. On voudrait davantage qu'ils approfondissent, mais bon, ça reste dans la partie où que l'élève intervient. Je peux pas le remplir pour lui, le portfolio, là. Alors, globalement, il y a des limites, mais il y a des avantages qui sont assez nombreux à faire l'usage du portfolio.